Merci d'être venu aujourd'hui, Jean-François. Ça nous fait vraiment plaisir. Je vous présente brièvement. Merci. Déjà, le titre de votre conférence, « Démystifier la transition énergétique ». Alors, Monsieur Jean-François Dupont est docteur S sciences techniques et ingénieur physicien et PFL. Il a été ingénieur conseil indépendant en énergie de 2007 à 2010, responsable de veille technologique et de politique énergétique auprès des électriciens romans de 2004 à 2007 et de prospective et communication auprès d'EOS, 1982-2004. Enfin, il a été chercheur et chef du département installation nucléaire à l'Institut Paul Scherrer à Wurenlingen de 1968 à 1982. Il est membre d'ailleurs de diverses commissions scientifiques. On vous écoute, Jean-François. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisateurs d'avoir mis sur pied ce colloque, de m'avoir invité. Merci beaucoup au public d'être là et de participer. Merci déjà de vos questions. Je me suis aperçu il y a 1 heure avec horreur que mon transparent là d'introduction, de titre, il y a un oubli. Je fais partie d'une association à laquelle je dois beaucoup. Nous sommes une équipe qui s'appelle Club Énergie 2051. Alors, ce sera corrigé pour les annales. Nous sommes une équipe de scientifiques qui avons travaillé sur les questions d'énergie. Et on a travaillé soit dans l'industrie électrique, soit dans l'administration fédérale en particulier, soit dans l'enseignement à l'école polytechnique. On a plusieurs professeurs parmi nos membres. Et nous avons un peu constitué une association parce que nous avions l'impression que dans le domaine de l'énergie, on a un peu comme dans le domaine du climat, une certaine confusion et que, les réalités scientifiques sont des fois passablement déformées par le système et qu'il y a une réelle difficulté pour le citoyen qui veut réfléchir, qui veut participer à la démocratie et aux décisions, à savoir elle est où la réalité. Parce que même chez les experts, il y a... D'accord. Même chez les experts, les experts se contredisent. Il y a les experts qui disent blanc, les experts qui disent noir, donc c'est vraiment difficile. Alors, cela dit, voilà le plan de l'exposé. Je passe tout de suite au point 1, climat et énergie. Alors, moi, je parle plutôt d'énergie que de climat, mais il y a 2 choses très liées, en somme, entre le climat et l'énergie. La première chose, c'est que lorsqu'il faut prendre des mesures climatiques, c'est des mesures sur l'énergie, souvent, qu'il faut prendre, avec notamment la question du CO2. Donc, il y a une liaison naturelle entre les 2 thèmes. Puis, il y a une deuxième liaison, c'est la grande confusion que j'évoquais, qui règne sur quel est l'état réel des connaissances. Pour illustrer cela, je donnerai 1 ou 2 anecdotes un peu pendant l'exposé, parce que je trouve que les anecdotes sont un peu comme les paraboles dans la Bible. Ça dit beaucoup plus qu'une théorie ou qu'un roman. Alors, quelle est l'anecdote ? Avec un ami, on avait une fois rédigé un postulat qu'un ami conseiller national avait déposé aux chambres, au Conseil national à Berne. Et ce postulat demandait que la Confédération établisse un catalogue de toutes les mesures identifiées qui permettent de réduire les émissions de CO2. Et on demandait en plus que pour chaque mesure du catalogue identifié, on donne 2 chiffres. Un premier chiffre, c'est le coût de la tonne de CO2 économisée. Puis le deuxième chiffre, c'est l'effet de la mesure en termes de réduction des émissions globales de CO2. Est-ce que si on applique cette mesure à l'ensemble du pays,
on gagne 1% sur les émissions globales, ou 10%, ou 30%, et on considérait que c'était une façon de donner une information neutre. Il n'y avait pas de politique derrière cette demande, mais que c'était utile pour les parlementaires d'avoir ces chiffres, s'ils doivent prendre des mesures, soit en politique climatique, soit en politique énergétique. Alors, ce qui a été quand même une très grande surprise et déception, c'est que la Confédération, au bout d'une année, a déclaré qu'elle ne ferait pas ce catalogue. Et pourtant, il y avait des gens, notamment à l'Institut Paul Scherrer, un chef de département qui est en même temps professeur au Poly de Zurich, qui s'était déclaré intéressé à faire cette étude. Je n'ai pas réussi à savoir pourquoi. J'en suis réduit aux hypothèses. Alors, ce ne sont que des hypothèses, mais j'en ai deux. Première hypothèse, si on avait fait ce catalogue puis additionné tous les pourcentages de réduction qu'on peut obtenir par différentes mesures, on ne serait probablement pas arrivé à 100% de réduction possible, mais quelque chose comme, je ne sais pas, peut-être autour de 50%. Et ça, il ne fallait pas que ça se sache, parce que sinon, ça va être difficile d'entretenir un petit peu l'excitation autour de ce sujet. Et puis, deuxième élément, on aurait aussi vu avec ce catalogue qu'une bonne partie des mesures qui auraient un poids important dans la réduction des émissions de CO2 sont liées au nucléaire et à l'utilisation surtout du nucléaire plutôt que son rejet. Et ça, il ne fallait pas que ça se voie non plus. Mais enfin, ce sont des hypothèses. Alors, je passe maintenant à la transition énergétique, qu'il s'agit un peu de démystifier. Il y a une grande confusion sur les réalités techniques et économiques qui sont derrière les possibilités de manœuvre. Alors, une première confusion est déjà liée au fait qu'on a successivement, dans le temps, défini deux transitions qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, pas tout à fait le même objectif. La première transition a été la traduction, en somme, de l'Energiewende des Allemands, de Madame Merkel, après Fukushima, et qui a dit qu'il faut supprimer le nucléaire. Et c'était une transition dont l'objectif, c'était de remplacer tout le nucléaire par que du renouvelable. Et puis, progressivement, la transition a voulu aussi poursuivre un autre objectif, qui était de remplacer tout le fossile, le gaz, le pétrole, le charbon, par que des renouvelables. Et le deuxième élément de confusion, là derrière, c'est que derrière les transitions énergétiques, la Suisse a aussi adopté l'Energiewende de Madame Merkel. C'est Madame Leuthard, Doris Leuthard, qui a suivi. Elle a proposé, ça a pris quelques années pour établir le programme, mais on a voté sur un programme proposé par la Confédération qui s'appelle Stratégie énergétique 2050. C'était en 2017. Et une des décisions phares de cette stratégie 2050, c'était d'interdire la construction de nouveaux réacteurs. On pouvait exploiter encore ceux qui existent, mais on ne pouvait pas en faire de nouveaux. Et là, il y a une grande confusion aussi sur l'état des connaissances et l'état des possibilités, parce que, oui, peut-être un petit élément. La science peut être utile, mais la science, elle ne résout pas tous les problèmes, et la science elle-même ne va pas formuler une politique énergétique ou des décisions de nature politique. Mais par contre, lorsque la politique définit des mesures qui touchent ou qui sont liées à des conditions techniques et économiques, c'est important de vérifier que le programme proposé
est faisable et payable. Donc il faut quand même... Les questions de faisabilité et de coût sont importantes et doivent être prises en compte. Et là, constat, cette stratégie sur laquelle on a voté en 2017, de nombreux spécialistes en Suisse romande, en Suisse allemande, ont mis sur la table des analyses. Il y a même eu un livre écrit par le professeur Silvio Borner de l'université de Bâle, qui a montré que cette stratégie sur laquelle on a voté n'est pas réalisable. Et même pire, si on analyse le document qu'on nous a soumis comme citoyens, si on regarde, ce document ressemble à un architecte qui vous propose une maison. Et dans le document, l'offre, en somme, de la maison, il y a le cahier des charges de la maison, c'est-à-dire les objectifs qu'il faut obtenir avec cette maison, le nombre de pièces, par exemple. Mais si vous regardez le document, il n'y a pas les plans de la maison. Il n'y a pas les scénarios chiffrés qui permettent de montrer que, ah oui, avec ça, on y arriverait ou on n'y arrive pas. Et ce qui est peut-être très surprenant et choquant, moi j'ai été un collaborateur de la Confédération, 14 ans, à l'Institut Paul Scherrer, donc j'ai un certain respect quand même pour la Confédération. Mais la Confédération n'a pas répondu à tous ceux qui ont écrit, analysé, publié des études montrant que leur projet est simplement pas réalisable. Ce silence du DETEC en particulier, donc le département où on a l'Office fédéral de l'énergie et l'Office fédéral de l'environnement, ont ignoré, avec une exception. Une exception assez... Ça, c'est une autre anecdote. La Confédération a publié dans la Sonntagszeitung une annonce publicitaire, avec 2 signatures d'ailleurs, la Confédération et Tamedia, qui est l'éditeur du journal. Et que disait cette annonce publicitaire? Elle disait « Quel drôle de pays, la Suisse. C'est un pays plein de gens éduqués, des bons diplômes, mais finalement, cette Suisse, où une partie de ces gens avec des bons diplômes sont sceptiques. Ils ne croient pas au progrès. » Et pourquoi cette accusation? Parce qu'il y avait des gens qui disaient « Votre stratégie énergétique, on n'y croit pas, elle est juste pas faisable. » Et l'objet de l'annonce était de dire « On s'étonnait de cela et aujourd'hui on a une réponse. On sait pourquoi. » Et la réponse était donnée par un chercheur en sociologie d'une université de la Suisse, je n'ai plus le nom exact, mais qui avait étudié ce problème et découvert que le problème de ces diplômés qui sont sceptiques sur la politique fédérale, simplement sont envahis par leurs préjugés. Alors, voilà, aux chiffres qu'on a mis sur la table, on ne nous a pas répondu par des chiffres. On nous a répondu par une espèce d'ostracisme, en somme, vous pensez mal. Transition énergétique, la grande confusion sur les réalités techniques et économiques. Il y a un peu 2 grandes causes qui font problème avec cette transition énergétique. La première, c'est que les énergies renouvelables ont un bel avenir. C'est quand même des énergies intéressantes, il ne s'agit pas de les dénigrer. Mais le solaire et le vent, c'est très dilué. Il faut des surfaces énormes et il y a des coûts aussi importants qui sont liés à la concentration et à l'utilisation, la valorisation de ces énergies renouvelables. Le deuxième point, c'est que ces énergies sont intermittentes. Quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de solaire non plus. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas
d'énergie éolienne. Et même si, ce qui est déjà très difficile, on arrive à faire autant de kilowattheures avec les renouvelables que les kilowattheures du nucléaire, ou que les kilowattheures ou les joules des énergies fossiles, on ne les a pas tout le temps, ces apports du renouvelable. Et il y a des moments où on a beaucoup trop, et des moments où ça manque complètement. Et notamment entre l'été et l'hiver, là, il y a quand même des contributions, il y a un stockage à faire en somme de l'été pour l'hiver. Alors, 2 chiffres là, clés. On a imaginé 2 solutions en principe pour faire ce stockage du solaire et du renouvelable quand il y en a trop et le récupérer quand ça manque. Une première solution, c'était le pompage-turbinage. Ça, c'est un truc, on a beaucoup de chance en Suisse parce qu'on a des possibilités, on a un potentiel. Et, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une fois un téléjournal qui s'est fait en plein air. Toute l'équipe était sur le couronnement du barrage d'Émosson, en Valais. C'était en été, journée magnifique, un temps merveilleux. Et on annonçait, sous nos pieds, il y a un nouvel aménagement qui va être inauguré dans 2-3 jours. C'était l'aménagement de pompage-turbinage de Nant-de-Drance. Et on nous disait, ça, c'est la solution pour le renouvelable, pour permettre au renouvelable de résoudre tous les problèmes. Ce qu'on ne disait pas, c'est que si on fait les calculs, on trouve qu'il faut environ un volume d'eau à stocker qui représente 10 fois le volume du bassin de Grande-Dixence. Et Nant-de-Drance, le volume du bassin de Nant-de-Drance qu'on inaugurait, c'était 1/10 du volume du bassin de Grande-Dixence. Donc c'est une solution, mais c'est 1% de la solution. Alors, donc ce n'est pas tout à fait encore la solution, et il n'y a personne qui a contredit. Il y avait pourtant un électricien, un patron des EOS, ou d'Alpic maintenant, qui était sur ce plateau du téléjournal. Il n'a rien dit. Bon, j'en pense pas moins. Le deuxième chiffre important, c'est... concerne le stockage par des batteries électriques. On a dit on va prendre les batteries Tesla, notamment, parce qu'ils ont développé des bonnes voitures et des bonnes batteries aussi. Mais ces batteries ont besoin de lithium pour fonctionner. Et là, le calcul montre tout simplement que si on voulait stocker les quantités nécessaires par des batteries au lithium, la production mondiale de lithium ne suffirait pas pour la seule Suisse. Alors, voilà, ça pour illustrer. Et un dernier point, là, que je cite sur le transparent, c'est que l'année où on a voté cette stratégie énergétique 2050, c'était 2017. Au printemps, on a voté en automne, et au printemps, l'Institut Paul Scherrer sortait un rapport de plus d'ailleurs, dans lequel il faisait une analyse systématique et comparative de tous les kilowattheures de différents modes de production. Le kilowattheure nucléaire, le kilowattheure hydraulique, le kilowattheure gaz, pétrole, charbon, etc. Et comparait les impacts sur l'environnement, les ressources aussi, quel potentiel de production il y a dans le pays pour ces différents types de kilowattheures. Et ce rapport, qu'on trouve sur Internet, d'ailleurs il est dans les références du document là, que je vous présente, la Confédération, le DETEC, a demandé à l'Institut Paul Scherrer de ne pas parler de ce rapport, de le mettre de côté. Or, l'Institut Paul Scherrer, c'est un institut de la Confédération. C'est vous, mesdames, messieurs, qui le payez. Et dans l'organisation de la Confédération, c'est un institut annexe des écoles polytechniques. Et nous n'avons pas vu, de la part de ces 2 écoles ou de leurs présidents, on leur a dit quelque chose quand même, pas de réaction.
Or, ces deux institutions, les deux écoles polytechniques, devaient réagir, soit en disant « oui, on fait de la mauvaise science à l'Institut Paul Scherrer, et vous, Confédération, vous avez raison de protéger le citoyen de mauvais chiffres et de mauvaises analyses. » Ou alors, ils devaient dire « eh oh, attention, on fait de la bonne science à l'Institut Paul Scherrer, et vous avez tort, vous, Confédération, de priver le citoyen de bons chiffres et de bonnes analyses. » Pas un mot. Voilà, dont acte. Je pense que cet élément-là fait partie un peu de tous les problèmes qu'il y a derrière la politique énergétique et la politique climatique. Alors, je vais parler un tout petit peu de débâcle du système électrique. Ce terme de débâcle a été utilisé par la France, qui a d'ailleurs, suite à ce constat qu'il y avait une débâcle en France. Alors, c'était quoi la débâcle en France? La débâcle en France, c'était que la France était un pays extrêmement performant, notamment grâce à son programme nucléaire qui était une grande réussite. Ils avaient beaucoup de courant, ils pouvaient en revendre à l'extérieur, et en plus, la France avait le prix du kilowattheure électrique, le meilleur marché de tous les pays de l'Union européenne. Et puis tout d'un coup, ça a commencé en 2022, c'était assez récent. Il y avait menace de pénurie, il y avait hausse massive des prix, et ça, on l'a connu aussi en Suisse. On a parlé là de risque de coupure et la hausse des prix, je pense que vous l'avez vu. La France a déclenché une enquête parlementaire qui a abouti 2 ans plus tard à un rapport excellent où on met en toutes lettres dans le rapport l'erreur de la France et de ses différentes institutions, c'est d'avoir mis de côté la rationalité technique et scientifique et d'avoir mis à la place de l'idéologie. Et ils le disent. En France, on a vu sur les plateaux de télévision, pas tous, mais certains commentateurs des médias passer des extraits, des auditions, parce qu'il y a eu beaucoup d'auditions d'anciens grands patrons à l'Assemblée nationale, de grands patrons de quoi? De la recherche, de l'industrie de production des réacteurs, de l'exploitation du système électrique. Et ces patrons ont dit ce qu'ils savaient et ce qu'ils pensaient. Et ils ont vraiment dit des choses absolument essentielles. Et là, il y a eu des commentaires à la télévision pour dire « Regardez ce qu'ils disent, c'est important, ça nous dit quelque chose ». Je dois dire, je n'ai vu aucun compte-rendu ou évocation de cette enquête dans les médias romans. On n'en a simplement pas parlé. Ça nous aurait intéressé, ça aurait peut-être été intéressant aussi pour nous les Suisses qu'il y ait une enquête parlementaire, parce qu'après tout, les risques de pénurie et l'élévation des prix, on connaît, on a eu ça. Alors, encore une autre anecdote sur ce qu'on appelle la sécurité d'approvisionnement dans l'électricité. Ça, c'est quelque chose, comment faudrait dire, ça a été, dans le fond, menacé par 2 décisions politiques qui sont intervenues à peu près en même temps dans les années entre 2000 et 2010. Et ces 2 décisions politiques, c'est la transition énergétique, la fameuse stratégie 2050, et aussi l'ouverture du marché de l'électricité. Alors, sur la stratégie énergétique, ce que ça a posé comme problème, eh bien, c'était qu'on a mis Mühlberg hors service, les Allemands, ils ont mis tous leurs réacteurs hors service, et on n'a pas construit ce qu'il fallait en renouvelable pour compenser l'arrêt du nucléaire et surtout pour compenser l'augmentation de la population et l'augmentation
de la consommation d'électricité. Ça a été un facteur important de déficit, parce que, encore une fois, oui, la sécurité d'approvisionnement, elle est liée à un paramètre essentiel. Le pays doit toujours disposer d'une réserve de capacité de production, en toutes circonstances. Et là est intervenue l'ouverture du marché. Alors, pas de malentendu, je suis plutôt un libéral, j'avoue. Mais l'ouverture du marché était une mauvaise chose pour l'électricité. Et pour une raison très simple, c'est que cette volonté de disposer en permanence d'une réserve de production, le marché ne l'a pas. C'est qui l'avait, cette volonté? C'était les électriciens, les producteurs, notamment comme EOS ou Alpic en Suisse romande, pour lesquels j'ai travaillé. Et on leur a retiré la responsabilité pour la confier au marché. Et cette responsabilité, j'entends encore les membres du conseil d'administration de l'EOS d'alors dire à mes patrons, et c'était qui ces membres du conseil d'administration? C'était des conseillers d'État et des représentants de communes, parce que EOS c'était une entreprise publique en main des cantons et des communes de Suisse romande. Et ces conseillers d'État, ces syndics ou représentants communaux disaient à mes patrons, écoutez, la responsabilité de la sécurité d'approvisionnement, c'est vous, messieurs. Nous, on n'y connaît rien, c'est un truc très compliqué, l'électricité, c'est votre responsabilité. Mais attention, il y a quelque chose que on verra, même si on est incompétent dans votre métier, mais ça, on le verra, s'il y a des risques de coupure ou des prix qui grimpent et qui nous donnent l'impression que vous profitez de votre statut de monopole, on n'acceptera pas. Et ça, j'ai le souvenir de l'époque d'avant l'ouverture du marché de l'électricité, où mes patrons vraiment naviguaient entre ces deux écueils qui étaient garder des tarifs corrects, mais quand même investir quand il faut pour prévoir des nouvelles capacités de production. Et puis, ce souci-là, ils l'ont assumé, et on a, pendant des dizaines d'années, je veux dire, on n'a jamais eu de soucis sur la sécurité d'approvisionnement ou sur les prix de l'électricité. Ça a très bien marché. Mais depuis l'ouverture du marché et la transition énergétique, ça, c'est vraiment les deux éléments qui sont responsables de cette fameuse débâcle de l'électricité. Mais je ne sais pas si je regarde le patron de l'entreprise qui m'envoie mes factures d'électricité, je ne l'ai jamais entendu parler de ça et donner l'explication. Il dit au contraire, il dit quand même, on risque de manquer d'électricité. Il faut renforcer la transition énergétique, c'est-à-dire qu'il faut renforcer ce qui est la cause du manque de courant. Il y a eu, par contre, un patron d'Alpic a dit une fois, une grande interview dans le journal Bilan. Et là, il a dit, si on arrête le nucléaire en Suisse, on va manquer de courant. Alors on importera, mais si l'Europe arrête le nucléaire aussi, pour le moment, peut-être plus tard on aura d'autres solutions, mais pour le moment, c'est toute l'Europe qui manquera de courant. Et si on manque tous de courant en Europe, je ne sais pas comment on pourra importer. Il avait dit quelque chose d'absolument essentiel. Il semble qu'il l'ait oublié ces derniers temps. La patronne d'Alpic vient de donner dans 24 heures là, un article, elle était interviewée, elle a donné une conférence où elle a dit aussi transition énergétique, c'est ça la solution, il faut foncer. Alors c'est vraiment le truc où on va dans le mur et elle dit il faut aller encore plus vite. Voilà. Oui,
Ça, il faut aborder quand même cette question. Là, je me permets de l'aborder. Je ne veux pas vous casser les pieds avec cette histoire, mais la question nucléaire joue un rôle évidemment déterminant dans la politique énergétique et ses difficultés. Et la question là derrière, c'est comment gérer une technologie à risque. Et là, c'est normal qu'on s'en préoccupe. Hein. Je partage, je comprends les peurs du public à l'égard d'une technologie comme le nucléaire. Mais là, il y a quelque chose de très simple peut-être à comprendre. C'est que une technologie qui comporte des risques... Ah oui, pardon. Voilà. Oui. Voilà. Merci, Michel. Il y a deux attitudes fondamentalement négatives et opposées, d'ailleurs, qu'on peut avoir face à une technologie à risque. Une mauvaise réponse, c'est le « oui aveugle, il en faut absolument ». Et l'autre attitude, c'est le « non aveugle, le refus aveugle, il ne faut pas ». Pourquoi ? Parce qu'en somme, derrière, il y aurait l'idée qu'il y a des bonnes et des mauvaises technologies. Non, une technologie, c'est un outil à disposition de l'homme, et c'est l'utilisation qu'on fait de cette technologie qui est bon ou mauvais. Ce n'est pas la technologie en soi. Donc la bonne réponse, c'est oui, si. Et tout est contenu dans le si, c'est-à-dire les conditions de sécurité ou de protection de l'environnement qu'on met à l'utilisation d'une technologie. Et là, on s'est un petit peu trompé sur ces questions-là. Je crois qu'il y a évidemment une défaillance un peu de... Écoutez, je passe là sur une chose... Ah oui, principe de précaution, parce que ça, les Français l'ont introduit dans leur législation, bien, mais le principe de précaution, il faut l'appliquer avec précaution. Et eux ne l'appliquent pas avec précaution. Ils appliquent l'idée que dès qu'il y a un risque, il faut interdire. Or, bon, on l'a entendu dire aussi que le risque zéro est peut-être le plus grand risque. Mais en gros, évidemment, le principe de précaution, c'est réduire les risques. Et il y a des cas où, dans certaines technologies, on n'arrive pas à amener ce risque au zéro absolu. Il y a ce qu'on appelle un risque résiduel. Et là, la bonne tactique, ou la bonne approche politique, c'est de dire OK, il y a un risque résiduel, mais alors regardons le risque résiduel de rien faire et le risque résiduel de faire autre chose. Et après, on choisira. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait toujours. Alors, je vais terminer sur... là, je passe, il y aurait eu beaucoup de choses à dire encore. Oui, les perspectives pour apaiser le débat. Tout le monde est responsable dans cette histoire de confusion et de mauvaise utilisation des connaissances scientifiques dont dispose la communauté scientifique. Il y a l'État qui est responsable, il y a les médias, il y a les universitaires et la communauté académique aussi. C'était un peu les universités au départ qui mélangeaient science et militantisme idéologique. Maintenant, c'est les ingénieurs eux-mêmes qui sont divisés. On a des ingénieurs qui font de la mauvaise technique et qui font du militantisme plutôt que de faire des petits calculs sérieux. Alors, je termine avec... oui, ça c'est écoutez, je prends le dernier point, l'épilogue, là. Plaidoyer pour le risque. Un jour, on avait invité à l'EPFL, on faisait un colloque sur les technologies à risque et l'éthique de l'ingénieur. Et on avait un monsieur, Evandro Agassi, professeur de philosophie et des sciences. Il présidait même une commission internationale de philosophie des sciences. Et il nous dit, moi, je vais vous faire un plaidoyer pour le risque. Et il commence avec une question qui nous a plongés dans la perplexité. Qu'est-ce qui, d'après vous, caractérise l'homme et le distingue, en somme, des animaux? Puis on a cherché, on ne trouvait pas. Puis il nous dit, écoutez, c'est très simple. C'est le projet. L'homme
est un animal qui a des projets. Qu'est-ce que c'est un projet? C'est cette prise de conscience que le monde n'est peut-être pas idéal, il y a des choses à améliorer. Et quand on améliore, ça veut dire qu'on va prendre des nouveaux chemins pour résoudre d'anciens problèmes. Et quand on suit un nouveau chemin, même en prenant toutes les précautions, vous avez toujours une angoisse. Est-ce que j'ai pensé à tout? Et donc des parades pour toutes les éventualités. Donc, en faisant des projets et en lançant des projets, on prend des risques. Et lui, sa conclusion, elle était que si vous voulez supprimer les risques, vous n'aurez pas de projet et vous supprimerez aussi le sens que l'homme donne à son activité. Je vous remercie beaucoup de... votre attente. Je me réjouis de vos questions. Merci Jean-François. On a pas mal de questions du chat qui est bien suivi et on va mettre ces questions dans le chapeau pour la table ronde. Merci à ceux qui nous suivent à distance de réagir et de nous remercier aussi de l'organisation de ce colloque. C'est très apprécié. Alors, on a un bon petit quart d'heure pour les questions. Merci Michel. Voilà, monsieur. Juste après. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Que pensez-vous de l'ARENH français comme influence sur les prix de l'électricité suisse? L'ARENH, c'est cette disposition qui oblige EDF Tout à fait. à vendre Tout à fait. une partie de 40% de sa production. Exactement. À des traders, en somme des sociétés qui vendent du kilowattheure, et le prix a été négocié ou imposé par Bruxelles pratiquement à un prix très bas de l'ordre de 4 centimes et demi le kilowattheure. Alors, ça c'est une aberration. C'est une aberration économique. Et les Français l'ont dit, et des gens très compétents l'ont annoncé, et pour le moment, c'est toujours pas supprimé. C'est totalement anti-économique, c'est injuste, ça a contribué à cette débâcle de l'électricité française, et notamment d'EDF. Il y a un énorme problème avec le nucléaire. Le grand problème avec le nucléaire, c'est qu'aujourd'hui, les Français, après 30 ans d'interruption, se sont remis à construire des réacteurs. Ils ont fait ce qu'ils appellent des EPR, des 1600 mégawatts. Il y en a un qui se finit maintenant à Flamanville. Le temps de construction et le budget de réalisation a été multiplié par 5. C'est rédhibitoire. Les Français ont perdu leur efficacité industrielle, ont perdu leurs équipes. C'est lié à des humains, l'efficacité d'une entreprise. Et ça c'est un vrai problème. Probablement qu'aujourd'hui, si on voulait faire un réacteur rapidement en Suisse, on devrait demander aux Chinois ou aux Coréens. On a une question ici. Werner. Voilà. Attends, non. C'est bon. C'est bon. Alors, merci pour votre exposé. J'ai une question concernant l'économie de l'énergie. Et puis, donc, selon ce qu'on dit, c'est qu'on peut économiser de l'énergie, par exemple, en éteignant les stand-by, et puis les Wi-Fi, et puis d'autres mesures encore. Et on parle d'un pouvoir économiser jusqu'à une centrale nucléaire en Suisse. Rien qu'avec ça, avec cette mesure, qu'est-ce que vous en pensez des économies de tout genre? Parce qu'on en parle, à mon goût, on ne parle pas assez de cette dimension-là, et aussi de la décroissance, sans perdre évidemment du bien-être et de la qualité de vie en Suisse et en Europe. Alors écoutez, c'est une excellente question. C'est un vrai problème que vous soulevez. On est dans un système, en somme, quand même, d'économie libérale, même si on a, avec l'ouverture du marché de l'électricité. Mais dans le fond,
le citoyen consommateur, il a le choix. Il peut consommer un peu plus d'électricité ou un peu plus de benzine ou un peu plus de pétrole, et il peut aussi consommer des économies d'énergie. Il peut s'adresser à des bureaux spécialisés. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Moi, je suis débordé, j'ai 2-3 téléphones par jour par des entreprises qui veulent me vendre des pompes à chaleur ou de l'isolation ou des panneaux photovoltaïques. Et en somme, avec ça, voilà, il y a un marché et le citoyen est totalement libre de décider s'il veut consommer un peu plus ou s'il veut mettre de l'argent dans les économies d'énergie. Le seul point, c'est que ce n'est pas gratuit, les économies d'énergie. Il faut voir avec quelle rentabilité on peut le faire. On ne peut pas tout économiser. Évidemment, il y a un problème là qui touche le nucléaire. C'est qu'on a parlé d'aberration thermodynamique à propos du chauffage électrique. Et c'est vrai que si vous avez une centrale thermique à mazout, par exemple, comme on avait à Chavalon, eh bien, comment faudrait dire, avec la même quantité de pétrole à Chavalon et qui vous enverrait de l'électricité pour vous chauffer, vous faites 3 fois plus de calories thermiques si vous brûlez directement le pétrole dans votre chaudière, dans votre maison. Ça, c'est dû au rendement thermodynamique relativement mauvais de la chaudière électrique à mazout, 30% environ. C'est un peu comme un moteur de voiture. Alors, pour le mazout, c'est clair, la réponse, il ne faut pas faire de l'électricité, puis après consommer l'électricité pour se chauffer. Avec le nucléaire, c'est un peu plus difficile de mettre le petit réacteur dans sa maison. Donc, mais par contre, une indication qui a son importance, on vient d'arrêter Mühlberg, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans environ. On pourrait chauffer toute la ville de Berne avec les rejets thermiques de Mühlberg. Et ça, il n'y a personne qui l'a proposé ou qui en a parlé, parce qu'en somme, c'est ce qu'on appelle le couplage chaleur-force. Alors, il y a même une loi en Suisse qui favorise le couplage chaleur-force. C'est une bonne question, mais seulement pour les agents fossiles. Ça n'a pas été poussé pour le nucléaire, parce que le nucléaire, c'est le diable. Voilà. Alors, c'est plein d'histoires comme ça qu'il faudrait... Surtout qu'on pourrait faire fonctionner Mühlberg en réduisant la température et la pression à un niveau qui permettrait de lui prolonger sa durée de vie de manière considérable, et l'installation serait là. Ce qui manque un peu, c'est le réseau de chauffage à distance. Il y a eu des recommandations aussi de la Confédération, surtout pour les grandes villes, développez vos réseaux. Quelle que soit l'énergie du futur, on pourra la valoriser par des réseaux de chauffage à distance. Et la recommandation, c'était faites du 1-2% de croissance de vos réseaux par an, une petite flamme en somme. Mais avec les années, ça fera des quantités considérables. Ça n'a pas été fait. Il y a une question ici. Merci. C'est qui? Attends, c'est monsieur derrière. Il y a un projet en cours actuellement. Oui, je suis par là. Ah. Il y a un projet en cours actuellement qui est très intéressant et de mon point de vue qui porte des problèmes environnementaux assez conséquents, notamment au niveau de l'électricité. C'est le projet du nouveau CERN. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on serait en capacité de fournir suffisamment d'électricité? Je n'ai pas compris, qu'est-ce que c'est ce processus? Le projet du nouveau CERN de LHC. Ah non, le projet du nouveau CERN, il consomme de l'énergie pour le construire, pour l'exploiter. Et l'objectif au bout du nouveau CERN, c'est de mieux comprendre encore la matière, la physique des particules. Alors là, je veux dire, il n'y a pas, avec le projet du nouveau CERN, une nouvelle ressource à disposition pour faciliter la politique énergétique. Par contre, j'aimerais citer là un ancien directeur du CERN, il s'appelait Carlo Rubbia. Il est venu à Berne un jour
faire un discours sur l'énergie aux parlementaires de Berne. Et il a dit quelque chose, il était assez fantastique, il avait un certain talent comme ça pour raconter les choses, c'est un plaisir de l'écouter. Et il dit, messieurs, vous avez bien raison, et madame, pardon, de vous occuper d'énergie, c'est fondamental, mais allez chercher l'énergie là où il y en a, et surtout là où il y en a beaucoup. Et il a ajouté, là où il y en a énormément, c'est dans le cœur, dans le noyau de l'atome. Voilà, c'était son message, et je crois qu'il avait raison. C'était un bon plaidoyer pour le nucléaire. Encore une fois, il n'y a pas que le nucléaire qui nous aidera, mais aujourd'hui, quand on dit 2050, le fossile, c'est fini, excusez-moi, il n'y a pas de plan réalisable aujourd'hui qui permette de réaliser cet objectif. Madame. Je ne suis pas sûre, je reviens à quelque chose de très terre à terre. Je ne suis pas sûre d'avoir compris pourquoi le DETEC ou la Confédération a invisibilisé le rapport de l'Institut Scherrer. Quel est l'intérêt? Quel intérêt là derrière? L'intérêt, c'est que ce rapport disait assez clairement que la votation qu'on allait avoir en automne sur la stratégie 2050 n'était pas réalisable. Que si on essaye de chiffrer, de mettre des scénarios pour la réalisation, ils n'existent pas, ces scénarios. Ça, il ne fallait pas que ça se sache, ça gênait. On peut comprendre que ça gêne l'Office fédéral de l'énergie si on lui dit que son projet, il est peut-être idéal comme ça dans l'espoir ou l'idée, mais techniquement, il est pas... On ne devrait pas l'offrir à la population, un truc qui ne joue pas. Alors, bon, solution de facilité, on met de côté. Je suis personnellement un peu scandalisé là-dessus. Je n'ai pas vu beaucoup de réactions dans ce pays pour dénoncer ce qui me semble être un scandale. Vraiment. Et je dois dire, alors, à la Confédération, il n'y a pas... En parenthèse, moi je l'ai su ça, par un ancien directeur de l'Office fédéral de l'énergie. En parenthèse, pour la petite histoire, cet ancien directeur qui s'appelle Édouard Quiner était socialiste. Et un peu comme beaucoup de socialistes n'étaient pas très chauds pour le nucléaire. Et il a toujours été très correct et très honnête. Il a jamais fait de démagogie contre le nucléaire. Et à la fin, il a compris, à travers son job de responsable de l'Office fédéral de l'énergie, ce que valait réellement le nucléaire. Il a essayé de convaincre les collègues de son parti d'arrêter d'avoir une position politique a priori anti-nucléaire. Il n'a pas réussi à convaincre ses collègues, et je sais que c'était pour lui une déception personnelle. Voilà pour la petite histoire. Encore 2 questions pour... Voilà. Jean-François, puis après, on va demander à Benoît de remonter sur scène pour compléter ces questions par rapport à ta conférence, parce qu'on a un petit peu de temps. Bonjour. J'ai une question par rapport à... Vous parliez de l'homme qui avait la capacité de lancer des projets. Est-ce que ce ne serait pas le moment d'imaginer de nouvelles voies, type fusion nucléaire, ionosphère, capacité d'utiliser le solaire de manière beaucoup plus efficace, comme Musk actuellement prône. Je pense que c'est peut-être le moment de prendre des risques et d'arrêter d'alimenter le passé. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, ça me fait plaisir de vous entendre quand vous dites il faut prendre des risques. Oui, il y a des mauvais slogans, vous l'avez dit tout à l'heure, Benoît, mais il y a des bons slogans peut-être, savoir prendre des risques. Et là, écoutez, sur le futur, il y a des recherches importantes qui se font. Vous avez évoqué la fusion. Et là, je dois dire, il y a eu d'excellents directeurs au Centre de la fusion, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et ils nous ont dit, je me souviens encore comme étudiant, ils nous disaient « Ah, la fusion ».
il y a 50 ans qu'on annonce que ça va marcher dans 30 ans. Enfin, ça situait la difficulté. Alors, je crois que ce n'est pas leur faute, c'est difficile, on va y arriver, ça va prendre du temps. J'aimerais signaler... et là, il y a des efforts internationaux, la Suisse est branchée, collabore à ces efforts internationaux. Je crois que la politique énergétique ou de recherche énergétique dans ce domaine est saine, il n'y a pas grande critique à faire. J'aimerais juste souligner qu'il y a un élément très important dans la recherche énergétique et qui nous manque encore et sur lequel on n'est pas prêt d'aboutir, c'est lié à cette question du stockage. Alors, on a pensé à l'hydrogène comme moyen de stocker. On fait l'électrolyse de l'eau avec le solaire ou avec l'éolien ou avec le nucléaire, et puis l'hydrogène qu'on dégage, on le stocke dans des bouteilles, et c'est fantastique parce que vous pouvez mettre de l'hydrogène dans une voiture conventionnelle, il y a des réglages à faire, mais il n'y a pas besoin de changer le moteur. Votre voiture fonctionne. Problème quand même, on s'est réalisé un peu tard, mais c'est comme ça. Il faut gonfler le réservoir sous pression à 700 bars si on veut avoir la réserve d'hydrogène nécessaire pour faire 600 ou 700 km qu'on aime bien faire avec un plein. Et là, le poids d'un réservoir à 700 bars, c'est rédhibitoire, c'est pire encore que la batterie électrique. On sait qu'elle limite considérablement l'autonomie. Mais il y a l'espoir aujourd'hui, c'est plus l'hydrogène, c'est un peu un succédané de l'hydrogène, c'est une molécule qui s'appelle le méthane. Et le méthane, c'est un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Alors l'hydrogène, on le ferait par l'électrolyse, entre autres. Le carbone, on le piquerait dans l'air où il y a trop de CO2, on prendrait le carbone, on le dissocierait de l'oxygène, puis on ferait du méthane. Simplement, là, il y a des recherches, il y a des installations pilotes qui sont en cours, mais il faut bien s'imaginer que pour qu'on remplace toute l'infrastructure actuelle de benzine et de diesel par une infrastructure méthane, qui est liquide à température normale, c'est l'avantage sur l'hydrogène. Écoutez, personne ne sait, je n'ai pas vu de pronostic de quand ça marchera, et probablement même 2050, c'est déjà, on ne pourra pas l'atteindre cela en 2050. Mais le futur n'est pas désespéré, et il y a des tas de recherches utiles, tout à fait. Merci pour votre question. Il y a encore une question pour Jean-François, salut. Ah ben voilà. Après, merci. Merci, bonjour. Vous avez parlé de l'énergie, donc de la fusion, de l'uranium, mais qu'en est-il du thorium? Ah, ça c'est une question épouvantable. Parce que, écoutez, je vais vous dire très simplement. Oh, j'ai fait un diplôme de génie atomique. J'ai travaillé 15 ans dans la recherche sur les réacteurs. Et je vous assure, quand la controverse est sortie assez récemment entre le thorium et l'uranium, avec notamment, et ça c'était une controverse d'experts, une controverse de physiciens. Alors il y avait d'un côté les neutroniciens, puis de l'autre les physiciens des particules du CERN. C'est un peu eux qui sont les promoteurs de l'idée que l'uranium serait un mauvais nucléaire et que le thorium serait, lui, un bon nucléaire. Donc il y a une histoire de morale là derrière, de bien et de mal. Et ils ont une série d'arguments. Alors ça prend un petit peu de temps. Moi j'ai eu de la peine à savoir qu'est-ce que ça vaut, cette théorie. Là, il y a des collègues en France, là, des correspondants qui m'ont aidé à vraiment comprendre. Mais pour vous donner un exemple, dans l'argumentation des pro-thorium, il y a l'idée qu'on a choisi l'uranium parce qu'on pouvait faire une bombe. On ne peut pas faire de bombe avec le thorium, prétendent-ils. Or, en analysant un petit peu les faits historiques, les Américains ont fait sauter une bombe au thorium. Donc c'est un des nombreux arguments des pro-thorium qui ne tient pas la route. Mais le thorium, alors, est un excellent combustible. Il y en a beaucoup plus que de l'uranium. Donc, il est intéressant. Le problème, c'est que ce soit l'uranium ou le thorium, vous ne pouvez pas l'utiliser intelligemment
sont des grosses installations de retraitement et de recyclage. Ce qu'on a à La Hague en France et à Sellafield en Angleterre. Et ces installations de recyclage ne fonctionnent pas, ne sont pas adaptables au thorium. Donc l'idée est que tant qu'on a assez d'uranium, et ça c'est les prix qui l'indiquent, l'uranium, le prix n'est pas en train de monter, avec la surgénération, on a encore environ pour 1 millier d'années de réserve avec l'uranium. Mais justement, pour faire la surgénération, il faut le retraitement et le recyclage. Alors, moi, j'ai été interrogé M. de Mestral, là, vous le connaissez peut-être. Je lui ai dit, mais dites-moi, vous avez beaucoup insisté avec raison qu'il faut faire du retraitement et du recyclage. Mais le retraitement et le recyclage sont interdits dans la loi qu'on a votée en 2017, cette fameuse loi de stratégie 2050. Je ne vous ai pas vu monter aux barricades pour dénoncer la Confédération. Pourquoi? Puis il me dit, ah, mais c'est très simple, nous sommes internationaux, nous ne sommes pas suisses. Même si l'entreprise dont il s'occupe s'appelle Transmutex, est située à Genève. Voilà, bon, ben ça, c'est les petites incohérences. Mais le gros problème est que s'il faut refaire des installations de retraitement et de recyclage, c'est très, très cher de refaire Sellafield et La Hague adaptées au thorium. Alors, tant que l'uranium est bon marché, il n'y a aucune raison de le faire. Un autre argument, évidemment, qui était aussi malhonnête que celui de la bombe, c'est de dire que le thorium détruit ses propres déchets, mange ses... Si c'est vrai, c'est génial. Mais bon, c'est juste pas vrai, c'est de la légende. Bravo, c'est génial.